donc on voit deux choses, c'est-à-dire on voit à la fois comment nous, humains, nous raisonnons par rapport aux informations que l'on perçoit ou que l'on reçoit par différents biais. Et là, on retrouve les biais cognitifs, les heuristiques rapides, de raisonnement rapide. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est-à-dire, une fois qu'on sait comment on fonctionne, qu'il faut se méfier de ses propres raisonnements, et notamment quand ce sont des raisonnements rapides. Et qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que parfois, il faut vivre aussi avec le fait qu'on ne saura pas forcément la réponse. Donc ça, c'est effectivement de se dire aussi, on ne peut pas être expert sur tout, on ne peut pas avoir une réponse tranchée sur tout. Mais on peut quand même mettre en place différentes stratégies pour retrouver finalement, quand même se construire une représentation au moins de ce qui est dit sur le sujet et des controverses, forcément, aussi sur ce sujet-là. Donc ce MOOC est accessible donc, sur la plateforme Coursera. Un MOOC, donc c'est gratuit, on peut suivre les leçons. Alors il est assez long, celui-là est assez costaud. On peut faire juste un bout, donc c'est au choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, merci pour votre conférence. Je voulais peut-être juste revenir au sujet au titre en fait de cette conférence qui était Croyez-en mon expérience. Croyez-en mon expérience. Et en fait, qui nous enjoint, moi ce que ça me fait penser, c'est croire en l'expérience. On nous enjoint à croire en l'expérience d'un individu. Il a été question de paroles d'experts également, de consensus scientifique. Et donc je pensais qu'on allait aborder peut-être la notion d'échelle de preuve ou de pyramide des preuves, dans lesquelles l'expérience individuelle, en tout cas, me semble être tout en bas. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être en dire un mot? Est-ce qu'il y a un volontaire, Thibaut Giraud? Alors, il y a tout un truc autour de cette... En fait, ce truc-là, il a été... Donc, cette échelle d'épreuve avec, je sais plus, genre le témoignage d'une anecdote au-dessus, je sais pas, une étude observationnelle au-dessus, une étude, etc. Et puis tout en haut, la méta-analyse. C'était vraiment pensé pour les études en médecine, en fait. Il y a des tas de domaines scientifiques dans lesquels ça n'aura pas du tout de sens de parler de cette échelle-là. Disons, il y a différents niveaux de preuve selon les domaines. Et l'état du débat sur une question, c'est en gros sur quoi on s'entend au meilleur niveau de preuve auquel on puisse accéder sur ces questions. C'est très clair que quand on étudie, je sais pas, l'indo-européen, le niveau de preuve que vous avez du lexique concernant le lexique de l'indo-européen n'a rien à voir avec le niveau de preuve que vous avez quand vous parlez du lexique de l'anglais contemporain. Donc voilà, le degré d'exigence qu'on a pour une affirmation concernant l'indo-européen n'est pas du tout du même ordre que le degré d'exigence qu'on a pour une affirmation concernant l'anglais contemporain. Donc voilà, plaquer cette pyramide des preuves sur toutes les sciences, ça n'a aucun sens. Ça dépend vraiment du type de science dont on parle. Je ne sais pas ce que... Alors, effectivement, alors à la fois, effectivement, ça dépend si on est dans une démarche de généralisation scientifique, je dirais, ou là, effectivement, selon les domaines, alors c'est vrai que ça dépend des domaines, mais dans les domaines expérimentaux, quand on est dans une démarche de généralisation scientifique, on peut recourir à cette pyramide des preuves pour essayer d'avoir des preuves de plus haut niveau. Mais une chose intéressante, c'est d'ailleurs une des controverses sur les méta-analyses. Donc, les méta-analyses, elles permettent en gros de prendre toutes les études qui ont été menées sur un sujet et de les comparer et puis après de mettre en place des espèces de statistiques dessus pour avoir finalement un effet global, c'est-à-dire on prend toutes les études, on les met dans un pot et en fait à la fin on a un score global. Mais en fait, et donc les personnes ont tendance à dire ah ben vous voyez, donc si dans la méta-analyse elle a montré que je vais prendre un exemple qui est dans un de mes champs de recherche, qui est tout ce qui est les animations multimédia, animation vidéo. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux avoir une animation sur la plaque la tectonique des plaques, vous voyez, les mouvements, les volcans, etc. Est-ce que ça, on pense intuitivement, ça va aider parce qu'on voit bien comment les plaques descendent, etc.
comparé à des visualisations, des images statiques. Et donc, il y a pas mal de méta-analyses qui existent, qui comparent animation, quelques méta-analyses, mais il y a pas mal d'études qui ont comparé animation contre images statiques dans des groupes contrôle machin. Et donc, globalement, oui, les animations sont meilleures globalement que les visualisations statiques. Si on s'arrête là, on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments, parce que ce qui est intéressant, c'est de se dire quels sont ce qu'on appelle les médiateurs, c'est-à-dire les facteurs qui font que, ah oui, mais dans ces cas-là, ça marche moins bien que dans d'autres. Et donc, en fait, l'idée des méta-analyses, là où ça sert pour la recherche, pour revenir, après je reviens à l'expérience, mais pour les méta-analyses, ça permet pour la recherche d'identifier quelles sont toutes les zones d'ombre, en fait. Et tous les endroits où, en fait, ah bah oui, mais c'est pas vrai si on a tel et tel facteur qui intervient, notamment, c'est pas vrai si on a plusieurs mouvements en même temps, là, ça marche plus vraiment. C'est pas forcément vrai si on veut étudier la causalité des phénomènes, alors que c'est mieux si on veut effectivement comprendre le décours temporel, ça marche mieux, mais ça marche pas pour la causalité. Donc, vous voyez, et là, en fait, on voit qu'on peut reconstruire les hypothèses. Et pour revenir à l'expérience personnelle, dans certains domaines de recherche, alors non seulement on a besoin aussi d'avoir ces chiffres globaux, mais ça peut être aussi important de connaître l'expérience vécue des personnes dans une situation donnée, et notamment dans les animations, ce qu'on a montré, c'est que ça avait tendance aussi à avoir un effet motivationnel, c'est-à-dire qu'on va être intéressé, essayer de comprendre. Et ça, si vous avez des élèves, par exemple, à qui vous avez dit il faut étudier ce machin-là, ça peut avoir un intérêt d'avoir un effet motivationnel pour qu'ils rentrent dans l'activité. Et ça, ce sera très difficile à valider si on ne fait pas attention à l'expérience individuelle des personnes. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais c'est-à-dire qu'à la fois, il y a les pyramides des preuves quand on veut faire de la généralisation, mais que ça ne veut pas dire que les autres niveaux, études de cas, etc., n'apportent pas aussi des informations intéressantes à prendre en compte pour comprendre globalement le phénomène. Peut-être juste une toute petite question, c'est comment peut-on encore croire maintenant que la Terre est plate? C'est vraiment une question à poser. Il y a des gens qui étudient la psychologie des complotistes, et je ne sais pas si ils pensent que les gens croient réellement que la Terre est plate, je ne sais pas. Il y avait ce slogan, on va dire, le club des platistes compte des membres aux quatre coins du globe. Mais non, je ne sais pas du tout. Franchement, c'est une question de psychologie, j'ai l'impression, parce que ça relève d'une forme presque de paranoïa, j'imagine. Alors, peut-être je peux répondre sur le fait que justement, c'est intéressant parce que quand on parle d'esprit critique aussi, beaucoup de gens interprètent ça comme le fait qu'il faut douter de tout. Il faut rien croire, il faut réfléchir à tout, prendre toujours. Et en fait, c'est pas totalement vrai. Mais si on pousse le raisonnement donc de ces personnes-là qui croient que vraiment faire preuve d'esprit critique, c'est douter de tout et de se dire oula, tout le monde peut me tromper tout le temps. On peut avoir des personnes qui vont remettre en question finalement les connaissances humaines depuis des milliers d'années, notamment sur le fait que la Terre n'est pas plate. Et après, ce qui se passe psychologiquement, alors je ne suis pas une spécialiste de la psychologie des complotistes, mais finalement, on se retrouve un peu dans un petit club. Si on est platiste, on montre qu'on ne suit pas la masse, la masse qui croit à tout ce qu'on lui dit. Et finalement, ça donne aussi une identité. Les personnes peuvent se penser une identité de personnes qui font partie justement de ceux qui réfléchissent. Donc ça peut paraître paradoxal comme ça, sauf que justement, dans l'idée de réfléchir l'esprit critique, c'est pas penser par soi-même, c'est aussi être capable justement Alors, il y a les niveaux de preuve, il y a aussi le fait qu'on a des théories qui sont construites sur des milliers d'années, des consensus scientifiques. Faire preuve d'esprit critique, ça ne veut pas dire tout jeter et se mettre à penser tout seul, parce que sinon on arrive avec des personnes aussi qui construisent des théories du monde qui sont totalement en désaccord avec tout ce qu'on connaît de la chose. Puis bon, pour les platistes, il peut y avoir aussi un aspect de manipulation par certains groupes qui veulent aussi, par là, finalement, maîtriser, un peu contrôler certains groupes de pensée. Mais... Oui, je me faisais la réflexion qu'en fait, qu'est-ce qui
vous justifiez à croire que la Terre est ronde. Et en fait, c'est un très bon exemple. Ça rejoint un peu ce que je disais sur je sais pas, quelqu'un qui regarderait une vidéo sur l'effet de serre et qui se dirait si je comprends pas le phénomène, je vais pas y croire. En fait, souvent les platistes, ils ont des raisonnements plus ou moins élaborés sur des arguments géométriques, des arguments sur l'horizon, j'en sais rien, et qui probablement tiennent pas la route, mais qui peut-être ils ont lancé une vidéo en se disant effectivement ayons l'esprit ouvert, et puis si l'explication que me donne telle vidéo me convainc, je changerai d'avis. Je suis pas sûr que ce soit tout aussi simple, mais en tout cas en fait, c'est ça le danger, c'est de se dire, savoir si la Terre est ronde ou plate, ça va dépendre de la compréhension que j'ai du mécanisme qu'on va me présenter dans cette vidéo. Alors que la question de savoir si la Terre est ronde ou plate ne devrait pas dépendre de ça, en fait. Dans le vécu personnel, la Terre est plate. Dans le vécu proche, la Terre est plate. La courbure est quasi nulle, disons. C'est-à-dire, vous faites tomber un objet, hop, il tombe en j'étais gamin. Du haut en bas, ça tombe toujours du haut en bas, un objet lourd. Oui. D'accord ? La Terre est ronde. Nom d'un chien. En haut, je vois bien, hop, ça tombe bien, mais quand vous mettez de l'autre côté de la Terre, le nom d'un chien, ça tombe. Vous comprenez ? C'est une vraie question, hein ? Mais moi, j'ai vécu ça, les gamins. Oui, Il raconte n'importe quoi, etc. Et j'ai compris ça. Je me souviens très bien, en 4e, un cours, d'un seul coup, on m'a dit la gravitation. La gravitation, le haut et le bas changent. Hein, le haut et le bas, c'est vers le centre de la Terre. À direction. Ce que je veux dire, c'est des choses qui ne sont pas simples. Oui, c'est pour ça, en fait, souvent, ils ont eu... Je veux dire, il y a du vécu qui fait que la Terre... Alors, la Terre plate, pourquoi les anciens disaient... oui, la Terre... Si la Terre... Pour les anciens, la Terre était ronde, mais... Mais très tôt. Je pense que ça se pose une question qui est directement en lien avec le sujet. C'est effectivement quand l'expérience scientifique est à l'encontre de l'expérience personnelle, vous nous dites, tant pis si on ne comprend pas, il faut faire confiance à l'expérience scientifique. C'est quand même effectivement quelque chose qui est au consensus. C'est quand même quelque chose qui n'est pas facile. Parce que là, c'est pire que d'ailleurs ne pas comprendre, c'est comprendre faux. Donc si on comprend faux un phénomène, on a l'impression de le comprendre, mais on le comprend faux, et ça va à l'encontre. En fait, imaginez que vous avez une discussion avec un platiste. Je ne doute pas que si j'ai une discussion avec un platiste, il serait bien capable de me coincer. C'est bien possible. Parce que honnêtement, il connaît bien son sujet, c'est son hobby, lui, il passe sa vie à regarder ça. Donc il n'y a pas de doute qu'à un moment donné, je vais dire je sais pas, j'arrive pas à répondre à ton argument, effectivement. Je vois pas de réponse. Est-ce que pour autant je devrais changer d'avis ? Non, et ça montre bien que finalement ce qui motive le fait que je crois que la Terre est ronde, c'est pas le fait que j'ai une compréhension technique des arguments qu'il me propose en réalité. C'est quelque chose d'autre qui est vraiment d'un ordre quasi social en fait. C'est le fait que je vis dans une société dans laquelle c'est une sorte de norme épistémique, le fait de reconnaître le fait que la Terre est ronde. Je veux dire, ce serait vraiment... Oui, bien sûr. Mais après je serais capable de donner... Le truc, c'est que je serais capable aussi de donner des arguments. Mais indépendamment de ça, même si vous n'êtes pas capable de donner le moindre argument, il se trouve que par hasard, lié à ma formation, j'en connais quelques-uns, mais même si j'en connaissais pas du tout, ça serait pas absurde de croire que la Terre est ronde juste parce que l'environnement dans lequel on vit, c'est un environnement dans lequel les communautés... les communautés de chercheurs sont extraordinairement efficaces. Je veux dire, on arrive à envoyer des... évidemment, le truc, c'est il faut remettre en cause plein de choses. J'allais donner comme argument, dire, si on arrive à envoyer des gens sur la Lune, a priori, on devrait être capable d'établir la forme de la Terre. Effectivement, du coup, on peut aussi douter de ça. Voilà, c'est ça. Oui. Donc c'est un ensemble, mais disons, le fait de ne pas être capable de répondre à un argument de platiste, je trouve ça très intéressant parce que ça montre que ce qui motive le fait que nous croyons dans le fait que la Terre est ronde, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit capable de donner des arguments scientifiques en faveur de ça, mais ça a davantage à voir avec le fait qu'on fait confiance globalement au fait que les institutions scientifiques existent simplement et ils sont capables d'établir un minimum de connaissances typiquement que la Terre est ronde. Oui, si je peux rajouter, il y a une chose qui est intéressante justement dans ces discussions-là, c'est aussi ce qu'on appelle l'inversion de la charge de la preuve. Donc si quelqu'un arrive avec une nouvelle théorie complètement différente de tout ce qui existe, donc le fait que la Terre est ronde, qui donc apparemment est quand même une connaissance humaine depuis des millénaires,
Donc si on arrive avec l'idée non, la Terre est plate, c'est pas à moi qui pense que la Terre est ronde, comme tous les humains depuis les millénaires, à prouver